très heureux de vous avoir ici avec nous pour cette 11e séance du séminaire Apprendre la Palestine, consacrée aux Algériens de Palestine et aux Palestiniens d'Algérie, et d'en faire en fait une histoire croisée donc entre les deux thématiques. Et pour aborder ce sujet, on a le plaisir d'avoir la présence de Yanis Ralab, donc, qui est étudiant en Master 2 à l'EHESS, École des hautes études en sciences sociales, qui est aussi l'auteur de 2 mémoires, l'un sur les Algériens de Palestine, l'autre sur les Palestiniens d'Algérie, également de 2 livres que vous pourriez, pourquoi pas, feuilleter à la fin de séance, qui se trouve là devant nous sur la table. Celui-là, c'est pas le mien. Donc moi, je vais pas en dire plus sur le contenu de la séance, je vais laisser la parole directement à Yanis. Merci pour la présentation, et tout d'abord je tiens à remercier Taher, Sari et Grégoire qui m'ont invité dans le cadre de ce séminaire Apprendre la Palestine. J'ai écrit, moi je suis en Master 2 à l'EHESS sous la direction de Véronique Bontemps. J'ai écrit un mémoire l'année dernière sur la communauté palestinienne en Algérie de 1962 jusqu'à aujourd'hui. Et mon mémoire de M2 actuel est sur le retour des Algériens de Palestine. Je vais y venir. Je vais introduire la séance, une sorte de contexte historique sur les liens entre Algérie et Palestine. Puis ensuite, j'introduirai directement le sujet sur qui sont les Algériens de Palestine et comment peut-on les relier avec la présence aussi palestinienne en Algérie après l'indépendance. Actuellement, c'est plus de 6 000 Palestiniens résidant en Algérie, selon le président de la Ligue de la communauté palestinienne, Hamza Al-Tiwari. La présence palestinienne en Algérie remonte au début des années 60, c'est-à-dire au lendemain de son indépendance, époque durant laquelle les autorités algériennes firent appel à des milliers de coopérants arabophones, syriens, irakiens, égyptiens et surtout palestiniens dans le cadre de sa politique d'arabisation de la société palestinienne. Estimé à une centaine en 1964, selon Mahmoud Salim, qui était l'ancien président de la mission éducative de Palestine, le nombre des enseignants palestiniens allait atteindre son paroxysme à la veille des années 90, soit environ 1500 qui étaient syndiqués, répartis principalement dans les wilayas d'Alger, Tizi Ouzou, Tipaza, Blida et Boumardes. Outre les enseignants, les autorités algériennes recrutèrent également des ingénieurs palestiniens au sein des grandes entreprises nationales, des médecins, des avocats, et offrirent des bourses étudiantes à une centaine de Palestiniens, dont le nombre est aujourd'hui estimé à plus de 1500 selon le ministère de l'Enseignement supérieur algérien. Bien qu'une estimation précise soit difficile à établir, tant les chiffres obtenus dans le cadre de mes entretiens divergent, il semble que le nombre de Palestiniens en Algérie avant les années 90, sur la base du nombre de 1500 enseignants palestiniens représentant la frange de la communauté palestinienne la plus élevée et la plus fixe et la plus stable en Algérie, soit comprise entre 12 000 et 14 000. Ce chiffre allait fortement décroître au cours des années 90, avec la genèse du processus de paix, qui allait marquer le prélude à l'émergence de l'autorité palestinienne et à ce qu'on appelle le phénomène des Aïdoun, ceux qui sont retournés par centaines de milliers dans la société palestinienne. Et parmi eux, des milliers de Palestiniens résidant en Algérie, plus principalement des cadres de l'OLP, leurs familles, mais aussi des enseignants et des ingénieurs. L'Algérie suscite les passions, comme vous le savez, cristallise les mythes dans la conscience collective palestinienne. Ard Chouada, terre des martyrs, Bilad Million Shahid, autant d'expressions qu'utilisent les Palestiniens en signe de respect envers l'Algérie, son peuple, mais surtout son histoire, celui d'un peuple ayant pris les armes et résisté contre une puissance coloniale. Dès son indépendance, l'Algérie apparut alors pour le peuple palestinien, lui aussi en lutte pour son indépendance, comme un modèle de résistance à part entière, le seul fait d'armes glorieux dans l'histoire contemporaine de la région. Le 1er septembre 1967, quelques mois après qu'Israël ait pris par la force la bande de Gaza, Jérusalem-Est et la Cisjordanie, Asifa, la branche militaire du Fatah, publie un communiqué en Cisjordanie dans lequel elle appela la population palestinienne, je cite, à se soulever contre l'occupation étrangère. La résistance légendaire de l'Algérie qui a coûté plus d'1 million de morts nous guidera sur le chemin. C'est le début du grande guerre révolutionnaire de libération. Quelques années plus tôt, en 1963, le premier bureau du Fatah est ouvert à Alger, offrant en partie de Yasser Arafat la première reconnaissance officielle internationale. Un an plus tard, un camp d'entraînement près d'Alger est inauguré où des militants de la branche militaire du Fatah allaient recevoir une aide stratégique et une formation militaire. Dans un discours à Alger en 1969,
Yasser Arafat, alors nouveau président de l'OLP, affirmait, je cite, que la révolution palestinienne est la prolongation de la révolution algérienne. Le 13 novembre 1974, Yasser Arafat est invité à la 29e session de l'Assemblée générale des Nations unies, présidée cette année par Abdelaziz Bouteflika, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères, où il tint un discours célèbre sur le fameux fusil au rameau d'olivier qui signifiait par métaphore la guerre ou la paix, à l'issue de quoi il reçut une standing ovation du public. Ce fut aussi à Alger que le Conseil national palestinien, présidé par Arafat, évincé du Liban vers Tunis avec des milliers d'autres militants palestiniens quelques années plus tôt, allait tenir sa 19e session entre le 12 et 15 novembre 1988 à l'Hôtel Club des Pins, à l'issue de laquelle Arafat déclara l'indépendance de l'État de Palestine. Pour l'Algérie et une grande majorité de son peuple, la lutte palestinienne s'inscrit également dans la continuité de sa propre histoire anticoloniale, celui d'un peuple qui résiste au colonialisme, ici sioniste, réprimant son droit à la souveraineté nationale. Au lendemain de l'indépendance algérienne, Mohamed Remisti, alors ministre des Affaires étrangères, tint un discours qui allait déterminer toute la position algérienne et son engagement jusqu'à aujourd'hui vis-à-vis de la question palestinienne. Donc je cite Mohamed Remisti parce que, avec ce qui se passe aujourd'hui en Algérie, j'ai voulu rendre hommage à sa mémoire. Pour rappel, Mohamed Remisti, donc, il a été nommé ministre des Affaires étrangères au lendemain de l'indépendance. Et c'est la première personnalité politique qui allait être tuée par le pouvoir en 1963. En avril 1963, il meurt de ses blessures en mai 1963. Il est remplacé par Abdelaziz Bouteflika, notamment. Et il tient un discours, en fait, que je trouve vraiment très beau, en 1900, et très juste, en 1962, au lendemain de l'indépendance. Il dit, je l'avais appris par cœur il y a plus d'1 an, l'Algérie d'aujourd'hui est née de la destruction d'un régime colonial. Notre religion a été et sera l'anticolonialisme. Nous serons le dernier pays à transiger sur une telle politique car notre peuple le ressent comme une dimension nécessaire de son être et de tout son comportement. Il faut que l'on sache, partout et toujours, que le colonialisme qui a cruellement labouré les chairs du peuple algérien, spécialement au cours de 7 années et demie de guerre, a créé en nous d'indéracinables réflexes d'opposition à toutes les formes de ce colonialisme. Ni le peuple algérien, ni son gouvernement ne pourront tolérer la réédition où que ce soit du cauchemar vécu en Algérie. Les peuples colonisés sont en état permanent de légitime défense. Et le 24 novembre 1962, dans le même esprit, donc ce même ministre des Affaires étrangères déclarait « Nous réaffirmons notre attachement au peuple palestinien, nous lui apportons notre appui pour que ce peuple frère soit pleinement rétabli dans tous ses droits et ce, conformément à ses aspirations. » Jean-Paul Chagnolot, dans son livre intitulé « Maghreb et Palestine », publié en 1978, établit une comparaison entre le colonialisme français qui fut à l'œuvre au Maghreb avec celui en Palestine et observe que c'est à l'aune du trauma colonial du peuple algérien, bien plus exacerbé que celui marocain et tunisien, que peut se mesurer et ainsi donc se comprendre son engagement post-indépendant envers la lutte anticoloniale des Palestiniens. Donc il dit, dans son livre, « Le colonialisme a beaucoup plus touché l'Algérie que le Maroc ou la Tunisie, à la fois par l'ampleur de la dépossession et de la durée, 132 ans. Ainsi, dans le monde arabe, les Algériens sont les seuls, avec les Palestiniens, à avoir connu l'expérience fondamentale de la perte de l'identité. C'est la raison essentielle pour laquelle l'Algérie apparaît aujourd'hui beaucoup plus proche des Palestiniens. Pour l'historien israélien Ilan Pappé, la Palestine et l'Algérie sont devenus les modèles de la lutte anticolonialiste acharnée et courageuse. » Donc c'est véritablement à travers cette toile de fond historique que l'on peut comprendre et saisir l'engouement du peuple palestinien à l'égard de l'Algérie et vice-versa, et dans une large mesure comprendre son ancrage en son sein. Toutefois, pour une frange des Palestiniens résidant en Algérie ou ailleurs, plus principalement dans les camps de réfugiés en Syrie et au Liban, ce pays représente bien plus qu'un pays frère engagé du côté de la lutte des Palestiniens et semble susciter avoir en eux une résonance encore bien plus profonde. En effet, pour une partie des Palestiniens ayant fait le choix de venir s'installer en Algérie au lendemain de l'indépendance et tout au long de ces 50 dernières années, leur présence n'est pas synonyme d'une installation inédite, mais d'une réinstallation, un véritable retour au pays de leurs aïeux. Ces Algériens qui, par centaines de milliers, ont fui le joug colonial français vers le Moyen-Orient. Contraints à l'exil en raison de l'occupation coloniale française ou simples croyants refusant de vivre sous la férule d'un empire colonial jugé mécréant, ces Algériens s'installèrent en nombre en Syrie, destination privilégiée de ces immigrants, mais ils eurent également domicile en Palestine. Là-bas, plus particulièrement en Galilée, dans les districts de Safad et Tibériade,
ces immigrés, suivant des logiques tribales, fondèrent et s'installèrent dans environ une dizaine de villages composés exclusivement d'Algériens. Des centaines d'autres Algériens élurent domicile dans les principales villes palestiniennes telles que Safad, Haïfa, Ramleh, Jaffa ou encore Jérusalem. Au sein de ces villages, ils y perpétuèrent leur identité singulière en travaillant la terre comme leurs aïeux en Algérie, en y sauvegardant leur langue, le tamazirt, ou en transmettant à leurs enfants le savoir-faire culinaire algérien. En 1947, c'est-à-dire à la veille de la Nakba, selon l'universitaire palestinien Mustapha Abbassi, c'est environ plus de 4000 Algériens qui résidaient dans l'ensemble du territoire de la Palestine mandataire ou historique. Mais cette communauté algérienne qui vivait dans la tranquillité et l'aisance, je cite, selon le témoignage d'un Algérien du village algérien de Hocha à l'est de Haïfa, depuis son installation en Palestine, fut délogée et leurs membres mis en exil par les milices sionistes en compagnie de plus de 800 000 Palestiniens chassés de leurs terres. Dépouillés et dépossédés de leurs biens, la majorité de ces Algériens furent disséminés dans les pays voisins. Le plus gros contingent prit le chemin de la Syrie, à Damas, Souiqa ou encore dans le Golan. Une autre partie conséquente alla s'engouffrer dans les camps de réfugiés palestiniens au Liban, fi Nar al-Bard, par exemple, Miamiya, Burj al-Shamali ou encore Sabra. D'autres dans les villes d'Amman, d'Irbid ou encore de Mafraq en Jordanie, et le reste en Cisjordanie et dans les territoires de 48, l'actuel Israël. Devenus réfugiés de Palestine, statut qui leur a été attribué au lendemain de leur éviction par le UNRWA, l'agence onusienne en charge des réfugiés palestiniens, ils caressèrent et partagèrent, tout comme ces derniers, l'espoir d'un retour dans leur foyer, non en Algérie comme Israël et la diplomatie française allaient leur proposer, mais en Palestine. Dans les camps, ils jouèrent alors un rôle majeur au sein de la résistance palestinienne en Syrie et au Liban, à l'instar de Dalal al-Moghrabi, native du camp de Sabra au Liban, dont la famille originaire de l'ouest algérien, Oran, de ce que j'ai pu savoir, émigra avec l'émir Abdelkader au cours des années 1850, donc figure emblématique du Fatah, tué lors d'une opération israélienne de représailles en mars 1978. À défaut de ne pouvoir retourner légitimement en Palestine comme ils l'auraient souhaité, ces Algériens de Palestine tournèrent désormais leur espoir vers l'Algérie au moment où celle-ci acquit son indépendance en 1962. Un certain nombre d'entre eux profitèrent de leur statut politique de réfugiés palestiniens et retournèrent en Algérie parmi le contingent des enseignants palestiniens recrutés par les autorités algériennes dans le cadre de la politique d'arabisation ou en tant qu'ingénieurs, étudiants, voire même militants. L'espoir de retourner en Algérie ou de tout simplement regagner ses droits nationaux allait toutefois être mis en difficulté par une série d'obstacles administratifs, juridiques et ou politiques. En 2011, lorsque la guerre éclata en Syrie et durant les années qui suivirent, pays où a pris refuge la grande majorité des Algériens de Palestine au lendemain de la Nakba, un certain nombre de leurs descendants rejoignirent l'Algérie, leur pays d'origine, une centaine d'années après que leurs aïeux l'aient quitté. Donc la problématique dans le cadre de ce M2, c'est la suivante. Donc confrontés et condamnés à un double exil dans l'Algérie et la Palestine colonisée, quelles ont été les trajectoires des Algériens de Palestine et leur expérience du retour dans la société algérienne post-indépendante? Donc ça, c'est ma table des matières dans le cadre de mon mémoire. Donc, dans le cadre de cet exposé, je ne vais pas pouvoir revenir sur toutes les parties, les 7 parties. Visualisez bien, ensuite il y aura des questions peut-être sur des parties, mais je vais revenir brièvement sur la première partie, sur les causes de l'immigration, mais très brièvement, et même sur la présence algérienne en Palestine. J'aurai une carte où je vais montrer les différents villages algériens de Palestine, mais je vais me concentrer plutôt sur la troisième partie, les Algériens de la Nakba, où je vous montrerai des archives inédites que j'ai retrouvées à Nantes et à la Courneuve. Et ensuite, vous verrez bien ce que je montrerai. Donc, déjà, l'émigration algérienne vers le Moyen-Orient, très brièvement, quelles sont les causes? Les principales causes, en fait, sont la colonisation. Et dans cette partie, je reviens sur les étapes de la conquête française de l'Algérie. Donc 1830, 1847, reddition de l'émir Abdelkader, 1855, départ de l'émir Abdelkader vers la Syrie avec des milliers de compagnons, 1857, conquête de la Grande Kabylie par la France, 1871, révolution de Cheikh al-Haddad et des frères Mokrani, en fait, qui est une sorte d'intifada algérienne, en fait, qui va éclater en Kabylie et qui va faire l'effet d'une tache d'huile et embraser l'ensemble des territoires occupés algériens, presque.
et 1881, début de la campagne du Sahara. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les différentes étapes de la conquête française de l'Algérie coïncident avec les grandes vagues de migration algérienne vers le Moyen-Orient. Ce qui montre, et c'est ce que je dis dans le mémoire, le lien embryonnaire, le lien direct entre la colonisation et l'émigration. C'est d'ailleurs ce que affirme Kamel Kateb, qui est un historien algérien. Il dit que voilà, l'émigration algérienne vers le Moyen-Orient est la conséquence directe de la colonisation française. Et je précise ça parce que la France, l'administration coloniale française, allait réfuter ce lien entre leurs pratiques et les causes de l'émigration. Elle allait dire que les Algériens quittent l'Algérie vers le Moyen-Orient en raison de la propagande ottomane, en raison des Algériens qui sont déjà établis en Syrie et qui communiqueraient via des lettres notamment, et qui inciteraient ces Algériens en Algérie au départ, clairement. Donc je reviens dans cette partie donc sur ça, sur les raisons de l'émigration, et en montrant que la Syrie a été une destination par excellence des réfugiés, donc des Algériens. Donc là, brièvement, je pense que c'est une étape importante. Les Algériens en Palestine, donc principalement en Syrie, mais également en Palestine. Donc on a le village ici, on a un premier groupe de villages dans le district de Safad, au nord de la Palestine, qui est créé. Le plus ancien village de Deishoum est créé avant 1857, avant l'arrivée de l'émir Abdelkader. Il est composé principalement de gens qui viennent de la région de Tigzirt, en camp de Kabylie, et leur présence va être renforcée numériquement par ceux qui ont fui notamment française au moment de la révolution Mokrani, des frères Mokrani et Chir Haddad après 1871. Donc la majorité de ces gens viennent de Tizi Ouzou, principalement, donc plusieurs villages dans la wilaya de Tizi Ouzou. Et ce village allait la population de ce village allait être expulsée le 30 octobre 1948 par le Palmar, qui est l'une des brigades liées à la Ghana. La Ghana, c'est l'armée secrète du Yishuv, de la communauté juive pré-étatique. Et ces gens allaient être, la population qui est estimée à 700, donc c'est le village algérien le plus conséquent, allait prendre deux chemins différents. Selon mes enquêtes, donc 300 ont pris le chemin du Liban et 300 autres ont pris le chemin de la Syrie. Les deux villes de Toula et Husseiniya, eux, ont été créées avec Amouqa et Marous au cours des années 1860. Les autorités ottomanes allaient donner des terres, concéder des terres aux immigrants algériens, et à l'issue de quoi, après 20 ans, les autorités ottomanes donnaient des titres de propriété, mais qui s'inscrivaient aussi dans la politique d'autonomisation de ces Algériens. Donc Toula et Husseiniya, la majorité de ces Algériens venaient de la région de Blida, donc, qui est située à 50 km au sud-est d'Alger. Amouqa et Marous, les gens venaient également de Kabylie, ils venaient de la région de Dellis. Il y avait énormément aussi d'Algériens à Safad. Donc certains disent à la fin, en 1870, il y avait un quart de la population de Safad qui était algérienne. Certains disent 300 à la veille de la Nakba. Il y a aussi des Algériens qui ont été tellement intégrés au sein de la société, au sein de la ville, qu'on n'arrive plus à distinguer finalement qui est algérien et qui est palestinien à la veille de la Nakba. Dans le district de Tibériade, on a des villages qui sont fondés 10 ans plus tard, notamment en 1868-69, disons 1870. Donc 4 villages, Kafar Sap, Sha'ra, Ma'dar et Olam. Kafar Sap, la majorité des gens de Kafar Sap venaient de la région de Bouira, donc aussi également en Kabylie. Sha'ra, les gens venaient de Msila, qui est à côté de Bouira, donc à 60 km, 50 km au sud-est de Bouira. Ma'dar, les gens venaient également. Ma'dar, en fait, disons que c'est un peu l'Alger, en fait. C'est une ville très... Il y a des gens qui viennent d'un village, il y a des gens qui viennent majoritairement de Bouira, mais également de Msila, mais aussi de Blida, et également de Tizi Ouzou. Disons que c'est le village le plus mixte parmi l'ensemble de ces villages. Et le village de Olam, dont la majorité des gens
venaient de la commune de Ain Bassam, donc également dans la région de Bouira. Et on a un autre village, le village de Hosha, qui est situé à 13 km à l'est de Haïfa, et dont la majorité des gens venaient de l'est algérien, Betna, El Bouaqi. Donc je vais revenir sur le village de Hoché, parce que la particularité de ce village, c'est que la majorité de sa population était immatriculée français. Et au lendemain de la Nakba, au lendemain de leur éviction, ils allaient communiquer de leurs conditions. Donc je vous montre finalement cette image, je pense, qui est très importante. C'était là où se situait le village de Deishoum, je vous ai dit, où la majorité des gens venaient de Tizi Ouzou. Et dans mes enquêtes, avec notamment ceux qui sont revenus après 2011 en Algérie et qui sont nés à Deishoum, par exemple Fatima Belhassal qui est née en 1940 à Deishoum, me disait que les Algériens qui ont choisi notamment la place de Deishoum l'ont choisi parce que les reliefs de Haute-Galilée faisaient extrêmement penser aux reliefs de la Kabylie. Et quand on voit, pour ceux qui connaissent la Kabylie, moi je ne suis jamais allé en Haute-Galilée, mais je suis allé en Kabylie où sont originaires mes parents, et quand on voit ce relief, on a l'impression d'être en Kabylie, clairement. Et d'ailleurs, ce village était surnommé par ces Algériens leur petite Kabylie. Une partie qui va durer bien plus de temps, c'est l'expérience algérienne durant la Nakba. C'est une partie en fait que j'ai dans le mémoire et qui ne se base que sur la lecture et l'analyse des archives. Donc je vais vous parler du village de Hosha. C'était là où était situé le village de Hosha, donc à 13 km à l'est de Haïfa. Et ce village a été occupé par les Algériens entre 1847 et 1860. Il a été renforcé numériquement à la fin des années 1880 par des immigrants algériens qui venaient donc d'Oum El Bouaqi par exemple, mais également de Betna, donc l'Est algérien. Disons que le village de Hoché était le village chaoui par excellence. La majorité des gens venaient de la région des Aurès. Et l'une des particularités de ces villageois, estimés à 400 à la veille de la Nakba, en 1948, c'est qu'ils étaient immatriculés français. Et le village est occupé par l'armée druze le 12 avril 1948 et sa population est mise en exil par les militionnistes vers plusieurs directions. Le plus gros contingent alla se réfugier en Syrie, donc 80% environ. 75 alla se réfugier au village dans la bourgade voisine de Chafaramop et 34 au village dans le camp de Mia au sud-Liban et une dizaine d'autres alla se réfugier notamment à Jenin, donc dans l'actuelle Cisjordanie occupée. Et au moment de leur éviction, dès qu'ils sont évincés de leur village, l'un de leurs réflexes, c'est de prendre d'assaut littéralement les ambassades françaises, les représentations françaises, les consuls à Haïfa, à Damas, à Beyrouth ou encore à Jérusalem, et ils vont témoigner de leurs conditions auprès des ambassades françaises. C'est pour ça que je dis que ces Algériens sont les vecteurs de la tragédie palestinienne auprès des représentations françaises. Et on a une lettre sur la gauche qui est écrite par, en tout cas qui est traduite de l'arabe vers le français par les Muhtaj du village de Hosha, Hoché en français, le 3 mars 1949 et qui est envoyée à l'ambassade de Beyrouth. Et les Muhtaj du village de Hoché reviennent en détail sur les conditions, sur l'occupation de leur village et comment ils ont été mis en exil. Ils nous livrent finalement un récit à chaud de ce qu'est l'exil palestinien.
Donc je vous lis la lettre, donc à gauche. Nous sous-signés le Muhtar Mohamed Ahmed Barghis, Youssef Ahmed Koudjil, Abdullah Al-Touhami, Salah Juma Ahmed et Darwish Ati Mohamed, Algériens français, actuellement réfugiés au village Mia Mia, au Liban, et au village Anjar, avons l'honneur de venir par la présente soumettre à votre Excellence notre situation critique à cause de l'immigration de notre village Ocha, Palestine, à la suite de l'attaque juive durant les derniers événements. Il revient en détail. Le 12 avril 1948, l'armée druze, commandée par le commandant Shakib Wahab, ayant entré dans notre village, ce dernier a interdit de quitter le village pour n'importe quelle raison. En date du 16 avril 1948, l'armée juive attaque notre village et occupe avec d'autres villages environnants, chose qui nous obligea à quitter le village presque nus, sous une rafale de balles et d'obus, sans pouvoir transporter avec nous n'importe quel objet indispensable. On a une seconde lettre sur la droite, c'est les réfugiés de Shafa Amar. Comme je vous ai dit, il y a 75 Algériens de Hocha qui vont se réfugier donc, dans la bourgade voisine située à 7 km de Hocha, et ils demandent au consul de France à Haïfa, donc le 8 août 1949, de pouvoir revenir dans leur village avant le début de l'hiver. On a aussi une autre lettre qui est assez intéressante, j'y reviens brièvement, c'est un récit en date du 29 novembre 1949, donc d'un infiltré, entre guillemets, du village de Hocha, donc le Muhtar Ahmed Barghis, qui tente de retourner dans le village en passant par la frontière libano-palestinienne avant d'être contraint de nouveau par l'exil. Donc à la fin il nous dit, voilà, en se retirant du village, les Juifs tiraient de tous côtés des coups de feu ininterrompus, semant partout la terreur. Et devant la gravité de cette situation, j'ai dû emprunter un autre chemin pour regagner la Syrie. Ce récit est très intéressant parce qu'il nous montre une autre facette de ce qu'est l'exil palestinien, que sont ce qu'appelle la doxa officielle israélienne les mistanenim, en hébreu, les infiltrés. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais au lendemain de la Nakba, ce sont des milliers de Palestiniens qui vont tenter de rejoindre leur village, surtout entre 1948 et 1956, et des milliers de Palestiniens vont être tués. Sami Cohen, qui a écrit un livre, Tzahal à l'épreuve du terrorisme, parle de 5000 Palestiniens qui sont tués entre cette période. Ce récit algérien, finalement, nous permet d'éclairer une facette de l'exil palestinien. Dans une autre lettre, notamment une lettre du 20 novembre 1949, c'est une lettre du ministère israélien des Affaires étrangères qui est adressée le 20 novembre 1949 au consul de France à Haïfa et qui refuse littéralement le retour des Algériens dans leur village à Ocha sous prétexte sécuritaire. Donc je vous lis la lettre. Il dit, donc voilà, à la suite des interventions répétées effectuées par vous-même et par vos collègues, cette question a été très attentivement étudiée par les conseillers aux affaires arabes et aux questions de sécurité auprès du Premier ministre. J'ai le regret de vous faire savoir qu'ils ont confirmé leur décision qu'il n'était pas possible d'autoriser à ces Arabes de retourner dans le village de Hocha. Ainsi que je vous l'avais déjà signalé en son temps, ces Arabes ont un dossier particulièrement chargé en ce qui concerne leurs relations avec la population juive. En effet, ils n'ont pas attendu la guerre de 1948 pour participer à des attaques meurtrières. Depuis 1936 déjà, et même avant cette date, ils ont à plusieurs reprises pris l'initiative en attaquant les villages voisins de Ramat Yoshanan, de Hocha et de Kfar Asidim. Ils ont à leur actif une longue liste d'attaques contre les villageois isolés et contre des convois. Ils ont présenté pendant longtemps un sérieux problème du point de vue de la sécurité. On a aussi une lettre qui je trouve est intéressante, puis ensuite je commenterai tout ça évidemment, de ministère israélien des Affaires étrangères adressée au consul de France à Haïfa. Le consul de France à Haïfa a reçu une demande de la famille Mohamed Al-Arabi et ses deux enfants qui sont originaires de Jaffa, qui sont nés à Jaffa, donc algériens, nés à Jaffa, et qui demandent de retourner dans leur village. Donc, Mohamed Al-Arabi, il a 60 ans, et ses deux enfants ont 4 et 2 ans. Et évidemment, Israël elle leur refusait ce retour, donc voici la lettre. Donc, il est exact qu'un certain nombre d'Arabes ayant quitté ce pays pendant les hostilités
sont soit de nationalité française, soit des protégés français. Néanmoins, il y a lieu d'établir une distinction fondamentale entre les citoyens français et des Arabes ayant habité le territoire de la Palestine et qui tombent sous l'une des catégories citées ci-dessus. Cette distinction est basée sur des considérations élémentaires de sécurité, car, ainsi que l'on sait, un grand nombre d'Arabes, parmi lesquels se trouvaient des personnes ayant une nationalité étrangère, ont pris part active à la guerre contre Israël et continuent de représenter une menace grave contre la sécurité de ce pays. Donc, ensuite, voilà, il dit, à la fin, il termine, il dit, c'est pourquoi ce ministère a le regret de ne pouvoir appuyer la demande d'autorisation du retour de la famille Khamis, au moins pour le moment. Et la France allait réagir assez étrangement, c'est qu'elle allait évidemment condamner, etc., cette décision qui s'inscrit là dans des raisons essentialistes et racistes et même plus sécuritaires. Et une note est adressée par le consul de France à Haïfa au ministre français des Affaires étrangères qui allait commenter cette note, et il dit, voilà, par la lettre numéro 99 en date du 19 juillet dernier, vous avez bien voulu soumettre à mon approbation un projet de note que vous proposez d'adresser au gouvernement israélien à l'occasion du refus par ce gouvernement de laisser revenir en Israël un de nos protégés, Hamis Mohamed al-Arabi et sa famille. J'ai l'honneur de vous faire connaître mon entier accord sur la note projetée, qui rappellera aux dirigeants israéliens que la France, pour sa part, n'a jamais fait et ne fera jamais de discrimination raciale ou religieuse. Et, bon, là où je veux en venir, c'est que derrière cet impératif sécuritaire qui est constant dans la doxa israélienne se cachent en réalité des raisons essentialistes racistes et qui s'inscrivent dans ce qu'est le projet sioniste, dans l'objectif de projet sioniste, comme le définissait déjà Chaim Weizmann en 1919, rendre la Palestine aussi juive que l'Angleterre est anglaise. Et Claude Klein, qui est un essayiste israélien, dit dans un essai sur le sionisme, en 1990, il dit que le projet sioniste résonne sur l'idée d'une échappée juive, mais également d'une échappée à l'autre. Et cet autre, ici, n'est pas seulement le palestinien, mais également l'algérien. Ces Algériens immatriculés français qui communiquent de leurs conditions au lendemain de leur éviction, que ce soit ceux de Ocha ou ceux de Jaffa ou ceux de Safad, ou tous ceux qui sont immatriculés et qui ont le privilège, entre guillemets, de communiquer auprès des représentations françaises, ne sont pas les porte-parole des Palestiniens, mais au moment où ils écrivent, ils partagent le sort de ces derniers. Et c'est d'ailleurs ce que affirme le consul de France à Haïfa, Paul Péquin, le 22 octobre 1951, où il dit que ces Algériens ressortissants français ne font en dernière analyse que partager le sort général des milliers de paysans arabes d'Israël chassés de leur village. Et donc, là où je veux en venir, et je veux m'attarder aussi sur qu'est-ce que 48 pour ces Algériens de Palestine, qu'est-ce que la Nakba palestinienne pour ces Algériens. Pour ces Algériens, le 1948, quand on regarde un peu de plus loin et dans une continuité, 48 n'est qu'un second exil. 48 n'est qu'un second exil, les ayant éloignés un peu plus de leur patrie originelle. Une sorte de bégaiement de l'histoire par rapport à ce qui leur est arrivé en Algérie. Et dans la mémoire collective de ces Palestiniens d'origine algérienne, notamment dans un livre de Abdullah Mourabi, qui est un Palestinien d'origine algérienne, et qui est né à Saïda au Liban. Donc ses parents sont nés à Haïfa, et ses grands-parents ont quitté l'Algérie en 1880. J'ai rencontré cet auteur à Paris, et l'un de ses tracas, c'est qu'il ne sait pas d'où vient sa famille en Algérie, parce qu'il n'a pas pu retrouver la trace de sa famille en Algérie. Mais là où ce qui est intéressant, et à la page 10 de son livre, il dit que notre première tragédie, je cite, de sa famille, a été lorsque notre famille a été forcée de quitter l'Algérie par l'occupation française. Et il dit notre deuxième tragédie
et lorsque l'État d'Israël a été créé, ce qui nous a poussés hors de Palestine. Et notre troisième tragédie, il dit, c'est lorsque il y a eu la guerre du Liban et que nous et notre famille avons été contraints d'émigrer en Australie. Donc là où je veux en venir, c'est que ce corps algérien, finalement, qui a fait l'expérience des deux colonialismes en 1948 et en France, qui a été meurtri par ces deux colonialismes, nous permet d'inscrire dans une continuité à la fois les vécus des deux peuples algériens et palestiniens, mais également d'inscrire dans la continuité les pratiques des deux colonialismes, de leurs deux bourreaux respectifs, en l'occurrence pour les Algériens de Palestine, pour leurs deux bourreaux. Et d'inscrire dans la continuité, et à partir de là, d'amorcer une démarche comparative entre les deux colonialismes. Ça a d'ailleurs été le souhait d'Edouard Saïd, le regret d'Edouard Saïd à l'égard de Sartre. Edouard Saïd rencontre Sartre en 1979, au lendemain des accords de Camp David, et avec toute une panel d'intellectuels, Foucault et de Beauvoir, et Alain Grèche a écrit un article là-dessus, et il cite, donc Edouard Saïd dit « Il n'y a aucune référence chez Sartre entre le colonisme d'implantation israélien en Palestine, comparable à beaucoup d'égards aux pratiques françaises en Algérie. » Et là où je veux en venir, c'est que à partir de là, je pense qu'on peut amorcer une démarche comparative. Et dire aussi dire notamment à Emmanuel Macron, vous vous souvenez, Emmanuel Macron est parti en Algérie le 14 février 2017, le jour de la Saint-Valentin, et j'ai toujours cette phrase, voilà, Emmanuel Macron a déclaré sa flamme au peuple algérien ce jour-là, en disant que la colonisation a été un crime contre l'humanité. Et à juste titre d'ailleurs, la colonisation a été un crime contre l'humanité. Le problème, c'est que il y a une discontinuité entre le discours qu'a Emmanuel Macron en Algérie et le discours qu'il a à Tel Aviv, où il ne dit mot sur la colonisation israélienne, qui est un crime contre l'humanité au regard de l'article 49 de la 4e Convention de Genève. Toute puissance occupante ne pourra procéder à la déportation ou au transfert d'une partie de sa population civile sur les territoires occupés par elle. L'emprisonnement d'enfants, de femmes, d'adultes au sein des geôles israéliennes, article 76 de la 4e Convention de Genève. Le blocus sur Gaza, punition collective, crime de guerre au regard de l'article 33 de la 4e Convention de Genève, etc., etc. Et le message qu'on pourrait adresser, c'est que les Algériens ont été les victimes d'un crime contre l'humanité en Algérie, mais ils ont également été les victimes d'une épuration ethnique en Palestine. Et ce hiatus, ce fossé entre cette discontinuité dans le discours de la classe politique française, en l'occurrence de Macron, entre la question algérienne et palestinienne, on le retrouve également chez François Hollande, qui part le 19 décembre 2012 à Alger et qui a un discours au Conseil législatif algérien, et il dit « Le système colonial a été injuste et brutal ». À juste titre. Toutefois, il part à Tel Aviv 11 mois plus tard, le 18 novembre 2013, il a un discours « Israël est une grande démocratie, n'ayant jamais cédé sur le pluralisme et sur les droits ». Bon. Et même chez Nicolas Sarkozy, cette discontinuité, on la retrouve et elle est flagrante. Nicolas Sarkozy, donc quelques mois après son investiture en 2007, se rend à Constantine. Et à Constantine, je ne sais pas si vous savez, mais entre le 20 et le 25 août 1955, il y a eu des massacres. Les massacres de Constantine qui ont coûté la vie à plus de 10 000 Algériens en 5 jours à peine. 10 000 Algériens selon l'historien français et 20 000 selon le FLN. Et Sarkozy allait tenir un discours très juste en fait à Constantine, donc à l'université Montouri. Il dit quoi? Et ce qui est intéressant, c'est que, pour commenter ces massacres, l'armée française, pour justifier ces massacres, disait que c'était des opérations de représailles. Et Tsahal, notamment dans ses opérations à Gaza, parle en hébreu de Peulot Tagmoul, qui en français veut dire opération de représailles. Donc on a ici une continuité même dans le discours. Et que dit Sarkozy en 2007, le 4 octobre à l'université Montouri, je cite « Le déferlement de haine, le déchaînement de violence qui ce jour-là submergea Constantine et tua tant d'innocents était le produit de l'injustice que depuis plus de 100 ans le système colonial inflige au peuple algérien. L'injustice assiste toujours la haine et la violence. Le système colonial était injuste par nature et ne pouvait être vécu que comme une entreprise d'asservissement et d'exploitation. Il se rend à la Knesset le 23 juin 2008, et que dit-il? Tout et son contraire. Le terrorisme palestinien ne se justifie pas.
Le terrorisme palestinien ne s'explique pas, le terrorisme palestinien se combat. Donc en quelque sorte, la violence du FLN est la conséquence de cette injustice coloniale que Sarkozy dénonce à Alger, et la violence palestinienne finalement ne serait qu'endogène. Et les Palestiniens seraient porteurs de gènes conflictuels. Et cette discontinuité dans le discours nous révèle toute l'hypocrisie de la classe politique française, en l'occurrence. Et selon moi, c'est à l'aune d'un traitement juste de la question palestinienne que pourra se mesurer la sincérité de la classe politique française à l'égard de la question algérienne. Donc il y a eu un article qui a été publié par le séminaire sur les exilés algériens Safad, et dans l'article il parle des retours, donc des Algériens qui reviennent après 62, des Algériens de Palestine qui reviennent après 62. Or les archives consultées à Nantes et à la Courneuve par moi-même nous montrent que la question du retour s'est posée dès le lendemain de la Nakba, au moment de la Nakba, et qu'au moment de la Nakba on a même des demandes de rapatriement d'Algériens vers leur pays d'origine. On a une demande, donc que j'ai, en fait, là c'est un échantillon d'archives, il y a des centaines et des centaines d'archives sur l'expérience algérienne durant la Nakba. Donc là on a une demande de rapatriement de Ben Tayeb Mustafa Al-Manoussi, donc je la lis. Je sous-signais Ben Tayeb Mustafa Al-Manoussi, algérien, sujet français, né à Jaffa en Palestine le 27 juillet 1895, titulaire du passeport non, délivré à Jaffa le 21 novembre, immatriculé à Jérusalem le 17 décembre 1945, j'ai l'honneur de vous exposer que, chassé de mon foyer par les troupes juives, je me trouve actuellement dans la plus profonde misère avec ma femme et mes 2 enfants, réfugiés au camp de El Bourreij en Palestine Sud, donc dans la partie centrale de la bande de Gaza actuelle, et je sollicite de votre bonté la faveur d'être rapatrié dans mon pays d'origine, à Biskra, en Algérie, donc à 400 km au sud-est d'Alger. Donc des demandes de rapatriement, mais qui allaient... Finalement, il n'y avait pas en avoir beaucoup. J'en ai trouvé 2 dans l'inventaire de Haïfa. Donc avant le 11 décembre 1948, et ça c'est très important, la question du contexte. Après le 11 décembre 1948, c'est mon hypothèse à moi, on n'a plus de demande de rapatriement. Je pense que la résolution 194 du 11 décembre 1948, je ne sais pas si vous connaissez, qui dit que les réfugiés palestiniens, mais aussi également algériens, réfugiés de Palestine, ont le droit au retour dans leur foyer ou la compensation. Selon moi, cette résolution a érodé tout désir de rapatriement en Algérie. Et le 3 février 1949, donc au lendemain de la reconnaissance par la France d'Israël, le 24 janvier 1949, on a une lettre donc, qui est adressée par le ministère français des Affaires étrangères au consul de France à Haïfa, et qui dit, voilà, « J'ai l'honneur de vous faire savoir à ce sujet que le gouvernement provisoire d'Israël propose au département le versement d'une somme de 300 000 livres sterling devant permettre au gouvernement français de procéder dans des conditions satisfaisantes à la réinstallation en Algérie de 2000 à 2500 réfugiés arabes d'origine algérienne, descendants des familles ayant suivi en exil l'émir Abdelkader de Mascara. » Donc le plan de rapatriement proposé par Israël s'inscrit, comme je vous l'ai dit, au lendemain de la reconnaissance par la France d'Israël. Et l'une des conditions par la France à la reconnaissance d'Israël, vous savez c'est laquelle? C'est, dans les archives de ce que j'ai pu lire, c'est que Israël doit, dans cette condition, doit permettre le retour des Algériens de Palestine, mais également aussi des Maghrébins, parce qu'il y avait aussi également des Marocains et des Tunisiens en Palestine, réfugiés. D'ailleurs, le plan de réinstallation collective allait être élargi à l'ensemble donc des Maghrébins. Et ce plan de réinstallation allait être refusé en majorité par les Algériens et par l'ensemble des Maghrébins de Palestine. On a une lettre ici donc, de réfugiés nord-africains de Palestine, majoritairement des Algériens, mais également des Tunisiens et des Marocains, adressée au ministre, donc à l'ambassade de France à Damas, et qui revient sur le plan de proposition proposé au départ par Israël et qui allait être avalisé par la diplomatie française et proposé aux Algériens et à l'ensemble des Maghrébins.
Et que disent ces réfugiés nord-africains donc, en Syrie? Voilà. Ils disent, voilà, notre désir le plus cher aujourd'hui est de retrouver nos maisons et nos terres de Palestine, où nous vivons heureux sous la protection de Dieu. Monsieur Lambroschkini, donc, qui était le consul de France à Damas à l'époque, parlant au nom de 3 gouvernements d'Afrique du Nord, nous a offert le rapatriement au Maghreb. Nous ne pouvons l'accepter, car là-bas aussi, nous serions des étrangers, sans pour cela douter de la protection de la France. Nous ne pouvons pas non plus accepter une telle offre, car nous reconnaîtrons la perte définitive de nos biens à Safad, à Tibériade, Oshé, etc. Les Juifs ont chassé les Arabes palestiniens, et ceux-ci sont sans gouvernement. Mais nous pouvons espérer que la France, parlant au nom de ses fils, obtiendra notre retour en Palestine. Et là où je veux montrer, en fait, je vous montre ces archives, parce qu'elles sont inédites, mais ces archives nous montrent bien le tiraillement entre l'impossibilité d'un retour en Palestine et le retour en Algérie. Et comme je vous l'ai dit, il y aura des demandes de rapatriement, et il y a des dossiers de l'UNRWA, notamment des archives de l'UNRWA, de délégués français, et sur les 5000 Nord-Africains de Palestine, 500 allaient accepter le rapatriement au Maghreb. Ce qui est peu, ce qui est 10% d'acceptation et 90% qui, au contraire, veulent retourner en Palestine. Et j'ai pas le temps de montrer une lettre, mais il y a des lettres où il y a des gens qui disent « Voilà, nous n'avons plus d'espoir de retourner dans nos foyers en Palestine, c'est pourquoi nous acceptons le retour en Algérie, le rapatriement en Algérie, mais avec une condition. » Ça, c'est une lettre qui est adressée par un des Mourtarj de Oshé, qui est réfugié à Jenin, et qui adresse une lettre au consul de France à Jérusalem, et qui dit « Nous acceptons le plan de rapatriement, mais à la condition que nous soyons compensés, et que le nombre de terres que nous avons laissées en Palestine, nous les retrouvions en Algérie. » Et après, évidemment, on n'a pas de réponse. Et d'ailleurs, les 300 000 livres sterling, j'ai pas le temps, mais j'ai une partie sur les compensations. 300 000 livres sterling, c'est complètement rien du tout. Il y a des fortunes d'Algériens que j'ai découvert à la Courneuve, des fiches d'identité. On a quelqu'un qui s'appelle Mustafa El-Jazairi, je ne sais plus, et qui estime ses biens à plus de 300 000 livres. Donc rien que ce 300 000 livres ne pourrait même pas compenser sa propre fortune qu'il a laissée en Palestine. Mais la dualité dans ces archives, dans cette question, c'est la suivante, c'est que c'est réellement de l'impossibilité d'un retour en Palestine qu'allait naître l'acceptation d'un retour en Algérie. Et au lendemain de 1948, il est difficile pour ces Algériens de Palestine qui ont vécu librement en Algérie de retourner à leurs conditions de sujet en Algérie. Et toutefois, après 1962, les choses allaient être différentes. Les choses allaient être différentes parce que l'Algérie allait obtenir l'indépendance. Et après 1962, on a ce que j'appelle le phénomène des haïdoun, en fait, que je compare au phénomène des haïdoun dans la société palestinienne post-Oslo. En fait, beaucoup pourraient objecter ce parallèle et cette comparaison parce que, comme vous le savez, l'indépendance palestinienne prononcée à Alger par Yasser Arafat en 1988 n'est pas l'indépendance algérienne prononcée à Alger en 1962. L'indépendance de Palestine prononcée en 1988 à Alger reconnaît la résolution 242 du 22 novembre 1967, la reconnaissance d'Israël, qui va marquer par la suite le prélude à une phase de négociation israélo-palestinienne, puis à l'émergence d'un embryon d'État, l'autorité palestinienne, qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas les qualités d'un État, c'est-à-dire un pouvoir politique institutionnalisé qui doit exercer son autorité souveraine sur l'ensemble de la population installée sur le territoire national. C'est ça les trois ingrédients d'un État. Or, en 1962, l'Algérie est un État. Et on pourrait aussi contester le phénomène, l'ampleur du phénomène. Dans la société palestinienne post-Oslo, c'est plus de 200 000 de Palestiniens qui reviennent en 1997 selon Isabelle Rivoal. Donc on est dans un phénomène qui n'a pas du tout la même ampleur. Et le profil aussi des haïdoun dans la société algérienne, bon déjà on est à une centaine de personnes, je pense, c'est pas quantifiable, mais une centaine d'Algériens de Palestine qui reviennent en 62. Et là où il y a comparaison selon moi à faire, c'est dans l'état d'esprit des haïdoun. Pour eux, c'est vraiment
un Aouda ila al-Watan, c'est vraiment un retour à la patrie dont il est question. Et par exemple, Sobri Arab, donc c'est pas mon grand-père, mais donc lui il est né à Safad en Palestine en 1936. Je dis que c'est pas mon grand-père parce que je m'appelle Yanis Arab, mais donc il est né en Palestine. Donc ça c'est la carte d'identité algérienne. Donc je l'ai rencontré en octobre 2018. Il est né à Safad en Palestine en 1936 et la particularité de son parcours, c'est que sa famille, lui, a émigré en Palestine avant l'occupation française. L'émigration algérienne vers le Moyen-Orient s'inscrit depuis le XIIe siècle. Sa famille, lui, a émigré en 1800, il me disait. Et sa famille est originaire de Tizi Ouzou, en Kabylie. Et il revient en Algérie le 14 août 1962. Et il me dit, lorsque je reviens en Algérie, ok, ce n'est pas en tant que palestinien, mais c'est en tant qu'Algérien. Et il participe, il devient enseignant, puis par la suite avocat. Et là où je voulais faire la comparaison avec la société palestinienne, c'est qu'il y a aussi chez les Haïdoun cette volonté de participer à la construction du nouvel État. Et tout comme le retour en Palestine, après, donc en Palestine, plutôt dans les territoires occupés à Gaza, en Cisjordanie, le retour s'est fait aussi avec son lot de désillusions. Beaucoup de mes enquêtés qui reviennent, notamment après la guerre de Syrie, comme par exemple Amel Saadi, qui est né à Moukhaïm Yarmouk en 1995 et qui revient en 2013 à Alger, et elle me dit, voilà, ceci est ma terre, la terre d'Algérie c'est la mienne. Toutefois, ceci n'est pas ma société. Et dans le livre d'Isabelle Rivoal sur le phénomène des Haïdoun, des returnees dans la société palestinienne, on a des témoignages qui sont analogues entre ces gens qui disent, entre cette mythification de la Palestine et cette idéalisation dans l'exil et la réalité lorsqu'ils reviennent. On a des témoignages de Palestiniens qui reviennent grâce à la liste de l'OLP et qui disent, voilà, je me sens étranger dans cette patrie n'est pas la mienne. Donc je pense que l'expérience des Haïdoun dans la société palestinienne post-Oslo peut nous éclairer sur ce qu'est le Haïdoun de ces Algériens de Palestine en Algérie. Et le parcours d'Ahmed Tayyib, qui est né à Yarmouk en 1962, s'inscrit aussi dans ces indépendances. Donc Ahmed Tayyib est né à Moukhaïm Yarmouk en 1962, il est originaire de Bouira, en Kabylie. Son père revient en 1964 à Bouira, dans leur ville d'origine. Et là, Ahmed Tayyib me dit que mon père n'a pas pu rester parce que l'Algérie est en pleine reconstruction et que mes enfants étaient déjà inscrits à la Roi dans les écoles et que ce n'était pas le moment du retour. Et ces enfants, Ahmed Tayyib s'engage au sein de la jeunesse révolutionnaire palestinienne, donc là, derrière, pas le premier, derrière. Là au Liban, Ahmed Tayyib dans les années 70. Puis ensuite à Tunis, avec Yasser Arafat, donc il est à droite, Ahmed Tayyib. Puis ensuite à Tunis, début des années 90. Et ce qui est intéressant, c'est que Ahmed Tayyib me dit, j'étais contre Oslo, qui pour moi n'était pas cette indépendance que je voulais en fait. Pas ce Aouda ila al-Watan, pas ce retour à la patrie, mais ce retour dans la ville, dans le village. Lui, il est originaire du village de Mardar en Palestine. Et il me dit qu'il n'a pas voulu retourner à Gaza avec Arafat, et il a décidé de retourner à Alger. Donc là, Alger avec une troupe de Dabké palestiniens. Et voilà, mais après on reviendra. Mais avant de terminer, un passage sur les gens qui sont, les Algériens de Palestine qui sont revenus après 2011, notamment Inam Zouaoui. Inam est une pure Algérienne en fait. Du côté paternel, elle est de Djaman Saharij, qui est un village kabyle à Tizi Ouzou. Du côté et sa famille a émigré en Palestine à la fin des années, à la fin du 19e siècle. Et du côté maternel, elle est originaire donc de l'Est algérien, de Betna. Ça, c'est avec Fawzi Bouksa, c'est lui qui m'a permis d'entrer en contact. Donc, les Algériens, les Palestiniens d'origine algérienne, voilà, appelons comme ça, lorsqu'ils reviennent à Alger, ils vont se concentrer notamment au centre d'accueil à Sidi Faraj, donc qui est à 20 km à l'ouest d'Alger.
Et ce centre d'accueil est dirigé par le Croissant Rouge algérien. Et les entretiens, je les ai faits à l'extérieur parce que je n'avais pas le droit de rentrer à l'intérieur. Et Fawzi Bouguessa a un parcours intéressant, c'est qu'il a fui l'Algérie au moment de la guerre civile, en 1998. Il part s'installer à Damas. Et il revient s'installer en Algérie à cause de la guerre civile en 2012. Bon. Et Fawzi Bouguessa, en fait, est originaire du même quartier que ma mère, Ain Benyen, à 15 km à l'ouest d'Alger. Et Inam, voilà, m'a montré ses documents d'identité, donc là avec mon oncle. Et son registre d'immatriculation est très intéressant. Donc ça, c'est le registre d'immatriculation de son grand-père, Ismaïl Slimane Ben Saïd Ismaïl, donc né en 1888 dans la commune de Sofiane, donc profession actuelle réfugié de Palestine, bon, diplôme universitaire, non. Donc il est marié à Zohra Boulares, qui est en 1918, qui est également né à Barika. Donc il a des enfants, Amin, Hadija, Fatma, née à Ocha et Khalil. Et Inam me dit que son grand-père, il y a une insurrection à Batna en 1930, et il part s'installer à Damas. Et il part s'installer ensuite à Ocha. Et ce registre d'immatriculation est très intéressant, il nous résume beaucoup de ce qu'est l'expérience algérienne en Palestine. Comme je vous l'ai dit, les choix des villages s'opéraient selon des logiques tribales, puis ensuite régionales. Et là, comme vous l'avez vu, il est originaire de Sofiane. Il est né à Sofiane, dans la commune de Barika, qui est située aussi dans les Aurès, dans la wilaya de Betna. Or, tous les villageois de Ocha sont aussi originaires de la même région. Donc, ce registre d'immatriculation confirme les logiques régionales dans le choix des villages, qui est assez intéressant. Donc ça, c'est les photos d'identité en noir et blanc de son grand-père et de sa mère, Hadija. Et l'un des souhaits, Inam m'a dit, est-ce que tu peux partir à Nantes et trouver les originaux de ma famille? Les originaux, parce qu'elle en a besoin dans le cadre de sa naturalisation pour obtenir la nationalité algérienne. Je lui ai dit, ben écoute, je verrai. Et donc j'y suis allé. Et en fait, c'est grâce à Inam que j'ai découvert toutes les archives sur l'expérience algérienne durant la Nakba, etc. Donc je suis allé à Nantes en fin novembre et j'ai retrouvé des registres d'immatriculation de son grand-père qui arrive le 31, qui est inscrit au consulat de Damas le 31 juillet 1931. J'ai retrouvé les originaux du registre d'immatriculation, donc de son grand-père. Et là, il est inscrit le 7 août 1938 au consul de France à Haïfa, j'ai aussi retrouvé ça. Et j'ai aussi retrouvé une fiche d'identité à la Courneuve, sur 87 fiches d'identité réalisées par l'ambassade de France à Damas, début janvier 1949, pour sonder les candidats au rapatriement. Et dans cette fiche, on a énormément de données. Donc, on a des données aussi, qu'il était cultivateur. On a aussi une description sommaire de ses biens en Palestine. Propriétaire d'une maison meublée, une machine à coudre, une charrette, 4 bœufs, évaluée à 5507 livres palestiniennes environ. Et là, on a une question à la fin qui est, c'est désire-t-il le rapatriement d'Afrique du Nord? Non. Désire-t-il le retour en Palestine? Oui. Et sur les 87 fiches d'identité, 85 plutôt, ont répondu le retour en Palestine au détriment du rapatriement en Algérie. Et donc, la photo de sa mère. Et ça, c'est son grand-père que j'ai un peu photoshopé, mais pour la rendre un peu plus visible. Et ce visage, en fait, est vraiment marqué, comme vous le voyez, par l'exil, par les deux colonialismes. Et tout à l'heure, j'ai dit que le corps algérien avait été meurtri par ces deux colonialismes. Lui, il a vraiment été meurtri, dans le sens où lui a vécu à la fois en Algérie, et il est parti à cause d'une insurrection à Batna, et Inam me dit que mon grand-père était un Qassami, on le surnommait Qassami, parce qu'il a pris part à la révolution de Az-Din al-Qassam, donc quelques années après qu'il arrive en fait en Palestine. Et donc pour vous dire qu'on a même une continuité dans les luttes. Donc je suis retourné à Alger en décembre 2018 et j'ai mis des cadres, vous voyez, des cadres. Donc le grand-père d'Inam qui arrive en 1931, le grand-père d'Inam en 1950 et la mère d'Inam en 1950 aussi. Et je montrais une vidéo en fait quand Inam découvre
redécouvre son grand-père qu'elle n'avait pas vu depuis 1962, quand elle avait 6 ans. Elle se souvient. Elle se souvient pas de la première photo parce qu'il était un peu trop jeune, mais elle se souvient de... Elle se souvient de son grand-père. Et là, moi, j'étais avec mon 4 de 1931, mais lui aussi, c'est son grand-père. Et enfin, voilà. Voilà.